Salut à tous, aujourd'hui on va décortiquer une question qui nous concerne tous. Vraiment, pourquoi la cybersécurité, ce n'est plus juste un truc de geek, mais une compétence vitale pour naviguer dans notre monde. Pour commencer, imaginez un truc. Notre monde en ligne, c'est comme une ville immense qui ne dort jamais. Chaque fois qu'on poste, qu'on envoie un message, qu'on fait une recherche, c'est comme une petite lumière qui s'allume. C'est super beau, hyper vivant, mais ça veut aussi dire que tout le monde peut nous voir. Et franchement, réfléchissez-y une seconde. Nos cours, ils sont en ligne. Notre argent, il est dans une appli. Nos relations avec nos potes, elles se passent sur les réseaux. En fait, toute notre vie, ou presque, est devenue une gigantesque construction de données. C'est plus de la science-fiction, c'est juste notre quotidien. Bon, cette ville numérique, elle est géniale. Mais comme toutes les grandes villes, elle a ses rues sombres, ses dangers qu'on ne voit pas au premier coup d'œil. Et c'est là que les choses se corsent. C'est une idée toute simple, mais elle change tout. Notre smartphone, ce n'est pas qu'un téléphone. C'est une porte d'entrée directe sur notre vie. Le Wi-Fi du café du coin, c'est une autre porte. Notre compte Instagram, encore une porte. Et le truc, c'est que chacune de ces portes peut être forcée. Et est-ce qu'on les force souvent, ces portes? Oh que oui. Le chiffre est juste dingue. Depuis 2020, le nombre de victimes de cyberextorsion, vous savez, les rançongiciels, a été multiplié par 3. Ce n'est pas une petite augmentation là, on parle d'une véritable explosion. La menace est devenue massive. Et attention, il faut vraiment se sortir de la tête l'image du hacker seul dans son garage. Aujourd'hui, la cybercriminalité, c'est une industrie, un vrai business. On peut même acheter des attaques en kit, c'est ce qu'on appelle le crime as a service. Et les cibles, ce ne sont pas que les grosses banques, non. Ce sont les PME, les écoles, les hôpitaux. Imaginez juste une seconde un hôpital obligé d'annuler des opérations vitales parce que tous ces systèmes sont paralysés. Voilà la réalité de la menace. Alors, comment ils s'y prennent? On imagine toujours des trucs hyper techniques, des lignes de code de malade. Mais la réalité, elle est souvent bien plus simple. Et surtout, bien plus humaine. Et voilà le point clé. Un attaquant, il a 2 passe-partout. Le premier, c'est le code, pour essayer de forcer la serrure de la machine. Mais le deuxième, qui est de loin le plus utilisé, c'est la confiance. C'est la clé pour convaincre l'humain de lui ouvrir la porte en grand. Parce que manipuler quelqu'un, c'est souvent beaucoup plus facile que de casser un système. Le premier grand classique pour nous manipuler, c'est le principe d'autorité. On est tous un peu câblés pareil. On voit un logo officiel, un ton sérieux, et hop, notre cerveau se met en mode confiance. C'est le fameux email qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui de notre banque, ou le message soi-disant urgent du secrétariat de la fac. On baisse la garde. Cette phrase, elle résume tout parfaitement. On ne juge pas le message en lui-même, on juge son apparence, son uniforme. Notre cerveau prend un raccourci. Si ça a l'air légitime, alors ça doit l'être. Et ça, les arnaqueurs l'ont très bien compris. Deuxième arme psychologique, la rareté, ou plutôt l'urgence. Vous connaissez le refrain, hein. Votre pont sera bloqué dans 24 heures si vous n'agissez pas, ou offre exceptionnelle qui se termine dans 5 minutes. Cette pression nous fait paniquer, on a peur de rater un truc, et paf, on clique sans même prendre le temps de vérifier. En fait, tout ça exploite un biais de notre cerveau que le psychologue Daniel Kahneman a très bien résumé. Ce que vous voyez est tout ce qu'il y a. Ça veut dire que face à une situation, surtout si elle est stressante, notre cerveau travaille uniquement avec les infos qu'on lui donne. Il ne se demande pas « Attends, qu'est-ce qui pourrait manquer ?» Non, il prend ce qu'il voit et il construit une histoire avec. C'est précisément pour ça que ces arnaques marchent si bien. Bon, ok, le tableau est un peu sombre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut évidemment se défendre. On peut construire sa propre forteresse numérique. Et les fondations de cette forteresse, elles reposent sur 3 piliers tout simples à comprendre. Pilier numéro 1, la confidentialité. C'est tout bête, ça veut juste dire que ce qui est privé doit rester privé. Il faut s'assurer que seules les bonnes personnes peuvent voir les bonnes informations. C'est le cadenas qui empêche que vos messages privés ou vos dossiers scolaires se retrouvent sur la place publique. Deuxième pilier, l'intégrité. Là, l'idée, c'est de s'assurer que l'information est juste, qu'elle n'a pas été modifiée en douce. Imaginez une seconde que quelqu'un puisse changer vos notes sur l'intranet de l'école. L'intégrité, c'est la garantie que l'info est fiable et n'a pas été trafiquée. Et enfin, le troisième pilier, la disponibilité. C'est juste le fait de pouvoir accéder à ces données quand on en a besoin. C'est crucial. La plateforme de cours qui tombe en panne juste la veille des partiels à cause d'une attaque, c'est la disponibilité qui est touchée. Et voilà. Ces 3 principes, la fameuse triade C-I-D, ils ne fonctionnent pas l'un sans l'autre. C'est un équilibre. Une bonne sécurité, c'est une forteresse qui protège les secrets, garantit que ce qui est à l'intérieur est vrai, et dont les portes s'ouvrent quand vous en avez besoin, et uniquement pour vous. On arrive maintenant à la partie la plus importante.
Parce que c'est bien d'avoir une forteresse, mais si personne n'est sur les remparts pour la défendre, elle ne sert à rien. Et là, c'est notre pouvoir à chacun d'entre nous qui entre en jeu. S'il y a une chose, une seule à retenir, c'est ça. L'idée reçue du « Oh, mais moi je suis personne, je n'intéresse aucun hacker », c'est le plus grand mythe de la cybersécurité. Les attaquants ne cherchent pas des gens intéressants, ils cherchent des portes ouvertes, n'importe laquelle. Alors concrètement, comment on fait pour renforcer ces portes? Eh bien, ce n'est pas si compliqué. C'est juste une question d'hygiène numérique, comme se laver les mains. On prend 2 secondes pour réfléchir avant de cliquer sur un lien bizarre, on jette un œil à l'adresse de l'expéditeur, on évite d'utiliser le même mot de passe partout, et surtout, la base de la base. On active l'authentification à plusieurs facteurs dès que c'est possible, c'est la ceinture de sécurité du monde numérique. Parce qu'au final, se protéger soi-même, c'est aussi protéger les autres. Un de nos comptes qui se fait pirater peut servir de tremplin pour attaquer tous nos contacts. Donc sécuriser ses appareils, ses comptes, c'est participer à la sécurité de tous. C'est ça, être un citoyen numérique responsable aujourd'hui. Allez, on finit là-dessus, avec une petite question, juste pour y penser. Ce soir, quelle sera la toute première porte numérique que vous irez inspecter? Le mot de passe de cette vieille boîte mail? L'activation de la double authentification sur votre réseau social préféré? La sécurité de notre ville numérique? Elle commence par ce tout petit geste.